Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette plus grande ferme des Hauts-de-France. C'est votre rendez-vous Parole d'experts. Tous les jours, on vous propose un débat sur une filière. Et aujourd'hui, c'est dimanche, vous êtes peut-être en train de préparer le repas du midi, le poulet du dimanche peut-être, ou alors le rôti de bœuf, bien traditionnel. Et ça tombe bien parce que nous allons évoquer la filière viande. Et pour cela, ils sont autour de moi, ils sont aussi à distance. Et je vous propose d'accueillir tout de suite mes invités. Ils sont en place. Bonjour messieurs, alors que des messieurs autour de moi. On va commencer par vous, Laurent Rigaud. Laurent Rigaud, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. À côté de vous, Laurent Pruvot, directeur des abattoirs de Douai du groupe Pruvot-Leroy pour Saveurs en Or. En face de vous, Luc Desbucois, producteur de volaille à Ouestrohem. Vous êtes aussi de trésorier de Corévie, du Cravy, autant pour moi. Vous nous expliquerez ça, le comité avicole régional, c'est bien ça. Nous avons également Emmanuel Pouleur, président de l'association Limousine Hauts-de-France. Et enfin, dans la Vénois, avec nous en visio, nous avons Xavier Lemaitre, président d'Intervev Hauts-de-France, directeur Bigard-Fény, et Yves Carpentier, c'est l'inverse, Yves Carpentier, voilà, qui est du coup adhérent de l'association Viande Bio des Hauts-de-France et directeur de Sévinor. Merci à tous d'être avec nous. On va s'intéresser en effet à la filière viande, une filière qui compte dans notre région et qui compte parce que les consommateurs aussi sont attachés à cette viande et à la qualité de la viande. On va parler de qualité de viande, on va parler de transformation, on va parler de boucherie, on va parler d'artisanat, on va parler de tout ça. Un beau programme pour ce Parole d'experts. Et on va tout de suite évidemment parler de la filière bœuf avec vous, Emmanuel Pouleur. Vous êtes président de l'association Limousine Hauts-de-France, vous êtes éleveur à Marbais dans la Vénois avec votre frère, c'est bien ça? Exactement, donc je suis éleveur, on est sur une surface de 155 hectares avec 130 hectares d'herbe. On a un troupeau mixte, on a 90 vaches laitières et 60 limousines. On va regarder quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente. La filière bovine dans la région, c'est 11 700 éleveurs de bovins, dont 5 999 éleveurs de vaches allaitantes. Ça représente 1,24 million de bovins sur l'année, je pense, ça doit être ça. Si vous le dites, ça. Vous me croyez sur parole quand j'annonce un chiffre comme celui-ci. C'est une affaire de famille pour vous, les limousines. C'est mon père qui a commencé dans les années 90. Donc voilà, nous on a repris l'exploitation du papa et moi j'ai repris l'exploitation sur Marbais aussi en 2001. Donc voilà, depuis ce temps-là on fait de la limousine. Dans la Vénois. Alors, petit changement il y a peu, vous vous êtes mis au label rouge, vous avez misé sur le label rouge, c'était important. Ouais, en fait, on était la seule région où le label rouge, Blason Prestige, c'est le label rouge en Limousin, n'était pas présent. Donc, moi en tant que président, parce qu'en fait, Limousine Hauts-de-France a été créé il y a tout juste 18 mois, c'est un regroupement des 5 départements des Hauts-de-France. Au départ, il y avait des associations départementales, Nord-Pas-de-Calais, Aisne. Dans la Somme et dans l'Oise, il n'y en avait pas, donc on a créé cette association-là. Pour se regrouper déjà entre éleveurs, se rencontrer entre éleveurs et pouvoir échanger de plus en plus avec les éleveurs. Et en plus, justement, pour essayer de trouver des filières rémunératrices pour les éleveurs, justement, on a souhaité mettre en place le label rouge et essayer de l'implanter sur la région parce qu'il y avait déjà des boucheries qui travaillaient avec le label rouge, Blason Prestige, mais les animaux venaient des autres régions, donc on a souhaité... Donc c'est encore mieux quand ça vient des Hauts-de-France. C'est exactement ça, on préfère que les animaux viennent de chez nous plutôt que... Qu'est-ce que ça signifie, label rouge? C'est un cahier des charges, on imagine? C'est un cahier des charges national avec un niveau d'exigence assez élevé. Donc, tout ce qui compte sur le bien-être animal, sur l'alimentation, donc sans OGM, avec une production d'aliments aussi et de fourrage qui sont prévus à plus de 80%, je pense, sur l'exploitation. Donc voilà, et après c'est tout il y a aussi une qualité sur l'âge des animaux, la catégorie des animaux. En fait, tous les animaux ne sont pas éligibles au label rouge. En fait. Et on imagine évidemment que ça vous garantit un prix supérieur puisque c'est du label rouge. Voilà, justement, nous, ça nous coûte beaucoup plus cher à produire. C'est beaucoup, comme le cahier des charges est assez rigoureux et c'est normal pour de la viande d'excellence. Nous, le prix est en face un peu plus élevé et on s'y retrouve mieux. Et on est content surtout de valoriser nos animaux dans des belles filières de qualité. Laurent Rigaud, vous êtes président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous êtes aussi boucher à Vambrochy avec vos filles, Rigaud et filles. Label rouge, ça parle pour le consommateur. C'est un signe de qualité.
Bien sûr. Et quand il vient de la région, d'autant plus. Donc moi, je suis effectivement porteur pour ces signes de qualité, que ce soit le label rouge ou autre chose. Il y a des filières dans notre région qui frôlent l'excellence, qui dépassent l'excellence certainement. Et en tout cas, nous, la Fédération des bouchers des Hauts-de-France, on fera la promotion et on le fait dans nos entreprises de toute façon tous les jours. Là, vous disiez que vous aviez créé l'association Limousine Hauts-de-France. Le but de l'asso, c'est évidemment que vous puissiez échanger, mais ça va bien plus loin. Voilà, après, au départ, à la base, c'est parce comme au départ, moi, quand on a commencé les limousines, on se connaît une dizaine d'éleveurs sélectionnaires sur la région. Donc là, on est de plus en plus nombreux. Donc le but, c'est un peu aussi d'échanger entre nous, entre éleveurs, à faire du lien, parce qu'on est un peu de... Voilà, on ne rencontre pas souvent des éleveurs sélectionneurs, on n'est pas dans le berceau de la race, donc voilà. Et donc en plus après c'est aussi justement d'échanger sur nos pratiques, sur notre génétique, parce qu'on est aussi passionné d'élevage, donc on cherche toujours à améliorer nos animaux. Donc voilà. Vous présentez vos bêtes en concours peut-être aussi, on organise quelques concours justement sur terre en fait, où justement au départ il y avait 3 animaux en présentation, maintenant on est plus de 25 et les plus de 25 animaux en concours. Bon, et à chaque fois on aimerait bien augmenter, voilà. On refait aussi un interrégional sur la Capelle dans l'Aisne, les 2 ans aussi, avec des collègues de Normandie qu'on invite, et eux nous invitent aussi chez eux. Donc voilà, ça permet de se rencontrer, de se croiser, de discuter entre éleveurs, et c'est ce qui anime aussi la passion de l'élevage, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça au départ à la base, mais après voilà, une fois qu'on a créé ça, qu'on est bien content de se retrouver, il faut quand même, le but c'est quand même qu'on essaie un peu minimum de gagner notre vie. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre ça en place pour valoriser vos animaux. Comment ça se passe? Vous êtes en lien, il me semble, avec Xavier Lemaitre qui est avec moi en visio. C'est lui qui, du coup, vous avez vos bêtes vont où après? Justement, elles sont tuées dans les abattoirs régionaux. Il y a des abattoirs qui ont été agréés, parce qu'on ne peut pas tuer n'importe où. Donc sur la secteur, je crois qu'il y a Pruvot-le-Roi et Bigard pour l'instant qui sont agréés pour tuer les animaux label rouge. Justement, nous, en fait, il faut qu'on passe par une OP, une organisation de producteurs. C'est pas moi, enfin c'est pas nous, Limousine Hauts-de-France, qui allons gérer l'approvisionnement. Donc il faut qu'on travaille avec les marchands de bestiaux, la COP comme Sévinaire aussi, et LVA. Moi je suis administrateur à LVA, donc j'ai souhaité, avec Guillaume Perdriel, le directeur, mettre en place ces filières justement, parce que c'est eux, on travaille en partenariat avec les marchands de bestiaux, qui eux aussi connaissent tous les élevages que nous on ne connaît pas. Donc c'est toute une filière qui se met en place, de nos élevages jusqu'à l'abattoir. On ne peut pas faire tout le boulot, donc heureusement qu'on a des partenaires aussi, locaux, et on est content d'avoir des abattoirs locaux, bien sûr. Ils sont là parce qu'on préfère que nos animaux fassent le moins de kilomètres possible. Pour aller jusqu'à l'abattoir, voilà. Donc voilà, et après, et là c'est vrai qu'il y a toujours aussi une négociation, parce que moi, la négociation sur les tarifs, je l'ai fait avec nos partenaires, que ce soit les établissements Bigard ou Pruvot-le-Roi. Qui sont présents autour de la table, du coup. Et eux, voilà, à charge à eux de remonter après parce que eux, c'est eux qui vont chercher les bouchers, qui démarchent tous les bouchers. C'est pas nous qui le faisons, donc on travaille en partenaria, et on pourrait pas faire sans eux. Eux ne peuvent pas se faire sans vous non plus. Et eux, on est obligé, on travaille en partenariat, donc voilà. Donc et moi, mon boulot, c'est de tirer au maximum le prix vers le haut pour que ça soit plus rémunérateur. C'est tout à fait normal. On va y revenir sur tout ça. Vous l'avez bien compris, en tout cas, c'est du champ à l'assiette dans les Hauts-de-France pour cette filière bovine, et on y reviendra. Juste avant ça, on va découvrir, voilà, ce débat va être ponctué de reportages. On va découvrir une race d'excellence qui est élevée en Picardie. C'est une race japonaise que vous connaissez certainement. Vous connaissez la race de Kobe, et là, il s'agit de la race de Wagyu. Ça se passe en Picardie. Regardez ce reportage. Un peu de musique classique pour chouchouter des bœufs. De la race d'exception Wagyu, ces bovins donneront l'une des meilleures viandes du monde. Alexis et Antoine, 2 éleveurs de la baie de Somme, ont été les premiers à faire le pari fou d'importer des embryons de bœuf Wagyu du Japon. C'était en 2009 et aujourd'hui, ils sont à la tête d'un troupeau de 70 bêtes. Et pour obtenir cette viande similaire à celle de Kobe au Japon, il n'y a pas de hasard. Il y a une grande part de la génétique, puis on a aussi l'alimentation qu'on travaille depuis maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'on sort des bœufs, donc ça fait 5 ans qu'on essaye d'améliorer notre alimentation. La grosse particularité, c'est que les animaux sortent à peu près jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans en pâture, et après ils restent entre 1 an et demi et 2 ans en finition dans le bâtiment. Donc ils sont nourris exclusivement à base de céréales, tourteaux de lin, enfin ils sont nourris en bâtiment. On a essayé de faire des bœufs à l'herbe, mais on n'arrive pas à avoir la qualité de viande qu'on désire. Manger moins de viande mais mieux, c'est pour s'adapter au nouveau mode de consommation que les 2 cousins ont décidé de proposer cette denrée rare.
Mais leur objectif est de la rendre accessible à tous et de faire aussi connaître la race par la viande. Quand on découvre le gras qu'ils font dans la poêle, il y a cette petite odeur à la cuisson, il y a le goût de beurre fondu, enfin, c'est un ensemble de choses et souvent ça colle. Et on aime aussi rencontrer nos clients et pouvoir faire en fait du direct du producteur au consommateur. Ça permet de voir les animaux et rencontrer un petit peu nous, les éleveurs, et voir comment on nourrit les animaux, comment ça se passe. Pour poursuivre leur développement, les deux Picards comptent élargir leur cheptel à une centaine de bœufs, tout en continuant la vente en circuit court, qui leur est chère. Alors oui, c'est vraiment des races d'exception. Vous me disiez, Monsieur Pruvot, ça c'est 5 fois le prix minimum, quoi. C'est environ le prix standard multiplié par 4. Bon, on n'a pas forcément la clientèle qui est prête à payer le prix fort, disons. Mais c'est vrai que c'est une viande d'exception. C'est un marché de niche. C'est vraiment une petite niche, voilà. Mais bon, pour autant, belle initiative d'élever ces bêtes en Picardie. Vous avez jamais goûté, vous, la viande du coup de Non, j'ai toujours proposé à nos amis bouchers de nous inviter. Ah bah oui. On va organiser tout ça. Il va falloir rattraper ça. On va rester sur le label rouge, puisqu'en fait l'idée c'est de vanter évidemment les atouts de la filière viande. Et je suis sûre que le spot de radio qui pense actuellement sur le label rouge ne vous a pas échappé. On entend cette campagne de communication dans nos oreilles. Et d'ailleurs, Xavier Lemaitre, vous êtes président d'Interbev Hauts-de-France. C'est un peu vous qui vous occupez de ça, de cette campagne de communication. C'est essentiel de rappeler aux consommateurs qu'il faut qu'ils mangent de la bonne viande, je dis exprès bonne viande, de la viande de qualité, et qu'il est essentiel de communiquer pour vous sur le label rouge. Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, c'est 2 races, la limousine, le wagyu. On a cette chance dans notre région d'avoir une multitude de races. Effectivement, au niveau de l'interprofession bovine, qui est une association d'acteurs du bétail et de la viande, qui regroupe toutes les familles professionnelles, ça va de l'éleveur au groupement de producteurs, aux abatteurs, aux découpeurs, aux distributeurs, aux bouchers. On a mis en place une campagne de communication sur le label rouge avec un objectif très important, puisque aujourd'hui le label rouge en viande bovine représente 3% des ventes. De la consommation de viande bovine. L'objectif d'ici 2023, c'est passé à 40%. Alors c'est un objectif ambitieux et c'est un vrai travail de filière de l'éleveur jusqu'au distributeur, jusqu'au boucher. Et il faut faire la promotion du label rouge. Faut-il encore savoir où on le trouve? Alors là, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'il faut aussi que les bouchers jouent le jeu, évidemment. Oui, alors certains bouchers jouent le jeu, mais vous savez, cette qualité de viande se trouve sur plusieurs formes. Il y a le label rouge. Moi, j'ai 2-3 éleveurs qui travaillent avec mon entreprise. Si demain, l'éleveur souhaiterait s'engager dans le label rouge pour certifier, la plupart du temps, ce qu'il fait déjà. Puisque les éleveurs de la région, moi je pense et je suis pratiquement certain qu'ils sont assez exceptionnels et il manque pas grand-chose pour qu'ils se certifient. Le tout, c'est un moment de faire ce qu'on fait à l'interprofession, c'est de faire cette communication massive pour qu'il y ait en masse des éleveurs qui engagent le label rouge et derrière, de toute façon, les bouchers vont suivre. Puisque, vous savez, nous, le prix, c'est important, mais de toute façon, ce qui est important, c'est la qualité. Donc après, on s'y retrouve toujours. Donc quand on a la qualité, on met le prix, le consommateur s'y retrouve et nous, les artisans bouchers, de toute façon, on s'y retrouve. Donc nous, on est assez d'accord avec ce qui se passe dans la région sur le label. Bon, en tout cas, une communication sur le label rouge, c'est des communications que vous faites très régulièrement. Il y a vraiment un besoin. Le consommateur, il a une image négative de la viande, il a envie de s'en passer, qu'on fasse des communications comme ça. Je fais exprès de poser la question ainsi, mais peut-être Xavier Lemaitre. Xavier Lemaitre nous a quittés. Alors bon, juste un truc, quelque chose d'intéressant, je voulais le faire intervenir là-dessus. Il y a une enquête qui a été menée auprès des Français. Regardez-moi cette enquête. 89% des personnes interrogées affirment que le savoir-faire des éleveurs français garantit une viande de qualité. Ça veut dire que le travail est déjà quand même bien entamé, entre guillemets. Et un autre chiffre, 89% également des personnes interrogées pensent que la viande a toute sa place dans une alimentation équilibrée. Xavier Lemaitre,
qu'on vient de vous retrouver. J'étais en train de parler de votre enquête, l'enquête que vous avez menée auprès des Français sur, sur leur consommation de viande, sur leur image qu'ils ont de la viande. Et finalement, avec des chiffres comme ceux-là, 89% pour les deux chiffres que je viens de montrer, finalement, les Français aiment la viande et ils aiment la viande de qualité. Tout à fait. Les chiffres, les sondages parlent d'eux-mêmes. On a la chance, ça soit dans la région ou en France, d'avoir des consommateurs qui apprécient vraiment la viande bovine. Et ces consommateurs-là, on ne doit pas les décevoir et on doit monter en permanence la gamme de produits. On doit développer des produits adaptés à leurs besoins, à leur évolution de consommation. On a vu une forte évolution de consommation par le développement des ventes du steak haché. Et aujourd'hui, pour revenir sur les labels, on croit à ce développement important de cette viande de qualité qui va apporter, apporter un plus aux consommateurs en termes de régularité de qualité, en termes de qualité supérieure, qui sont contrôlés par des tests de dégustation consommateurs. Et on est aussi basé sur un cahier des charges très strict, contrôlé, certifié et contrôlé, aussi bien au niveau de l'alimentation, avec 80% de l'alimentation venant de la ferme, sans OGM, sans huile de palme, sans utilisation d'antibiotiques durant les 4 derniers mois de la vie de l'animal. On apporte des garanties sur ce produit. Je vois derrière vous Saveur en Or, je pense à Artisan en Or. Ça, ce sont aussi des choses qui garantissent pour le consommateur une qualité, évidemment. Oui, une qualité, un label. On parle d'Artisan en Or, mais exactement sur les produits de la région, puisque 80% des produits doivent venir de la région. Mais quand on parle d'un artisan et de la qualité, c'est quoi? C'est le savoir-faire. On a bien vu pendant cette crise, qu'est-ce que souhaitent les gens? Du lien social, à côté de chez eux, et que quand ils mangent un produit qui est bon, qu'on puisse leur expliquer d'où il vient, comment il a été fait. La transparence, quoi. Et donc, on a dans la région tout ce qu'il faut pour être transparent. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs la transparence et le bon produit. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, autour de la table, et nos collègues qui sont à l'écran là en face de nous, on a tout ce qu'il faut dans la région. Donc, on peut se satisfaire et continuer à faire ensemble, c'est ce qu'on fait, à développer cette filière de qualité. On va y revenir sur tout ça. Bien sûr, il y a plein de choses à dire. Juste, c'est quoi une bonne viande? Vous vous posez la question, et écoutez les conseils de notre expert boucherie. Regardez. Donc pour reconnaître une bonne viande, plusieurs éléments. Premier critère, sa couleur. On recherche une viande de couleur rouge vif, contrairement aux viandes de couleur pâle qui sont plutôt signes d'un animal assez jeune, avec un manque de maturité gustative. Ou alors à l'opposé à une couleur violette qui est plutôt due à un stress à l'abattage. Deuxième critère, on va aller chercher la jutosité de la viande. Il faut que la viande dégage une petite humidification. On appelle ça aussi une viande qui mouille dans le jargon des bouchers. On pourrait apparenter ça à la sève d'un arbre. Donc ça c'est important, ça évite d'avoir une viande trop sèche. Troisième critère, le grain de viande. Donc on a un grain de viande assez régulier, pas trop large et légèrement marbré. Et le dernier conseil de Fabrice, il faut acheter de la viande chez le boucher le plus proche de chez vous. Le local et la qualité, il n'y a que ça de vrai. Acheter local, acheter en toute proximité, allez voir votre boucher, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Il pourra même vous conseiller finalement la viande. Alors c'est très important la couleur pour le consommateur. On voit ça pour les légumes, mais on voit ça évidemment pour la viande. Et on m'a parlé d'une viande persillée, c'est là où elle est le meilleure finalement. Expliquez-nous Laurent Rigaud. Ben oui, puisque persiller, c'est d'avoir un peu de gras dans le muscle. Et le goût, on sait qu'il est dans le gras. Et qui est-ce qui fait le gras? C'est nos éleveurs. C'est nos éleveurs qui s'occupent bien des animaux, qui les engraissent bien, qui les nourrissent, qui les mettent à l'herbage. Tout ça fait qu'à un moment, quand ils arrivent chez nous, eh bien, ils sont persillés. C'est ce que le client souhaite. Alors bien sûr,
Suivant les races, on a une couleur un peu plus vive que l'autre, suivant l'âge de la bête, suivant la race. Mais ça, si elle est persillée et qu'elle a toutes ses qualités, ça revient à l'éleveur. Après, à nous de sublimer, nous artisans bouchers, à nous de sublimer ce produit dans nos magasins et d'expliquer aux consommateurs. Vous savez, nous, on a cette facilité de servir le consommateur. Donc, quand on lui sert un steak, un rôti, une belle côte à l'os, eh bien, on doit lui dire, eh bien, voilà, pourquoi elle est meilleure qu'ailleurs, pourquoi elle est meilleure qu'une autre, parce qu'elle a souvent ce petit gras de qualité. Puis quand on donne le prénom de notre éleveur, à partir de là. Oui, on se rend bien compte là, avec ce débat, que du coup, il y a vraiment tous les acteurs là finalement autour de la table, et c'est important. La filière, elle est du champ à l'assiette. Et justement, Laurent Pruvot, vous êtes directeur des abattoirs de Douai du groupe Pruvot-Leroy. On va parler avec vous de votre activité. Dites-nous, ce groupe qui existe depuis quelques années, vous l'avez repris en 2010, vous êtes spécialisé dans les bovins, qu'est-ce que vous faites? Le groupe Pruvot, si vous voulez, c'est une entreprise familiale créée par mes parents. Voilà. Donc on est au niveau du groupe, il y a environ 10 personnes de la famille. Vous voyez, bon, le groupe, c'est environ 300 personnes. Donc, société créée en 1985 avec nos parents qui étaient commerçants bestiaux, donc, Maquignon à l'époque, voilà. Oui. Et petit à petit, on a fait notre petit bout de chemin et on a repris les abattoirs de Douai en 2010. Et votre baseline, c'est de la fourche à la fourchette. Enfin, votre baseline, votre slogan, si vous voulez, bon, c'est un petit peu le point fort de la maison Pruvot. Chez Pruvot, on fait le travail de A à Z, c'est-à-dire qu'on est comme je vous disais, la famille, voilà. Il y a l'amont. Il y a l'amont avec l'achat des animaux en ferme. Il faut savoir que chez Pruvot, on a environ 1500 éleveurs qui sont en amont. Donc on achète tous les animaux chez nos éleveurs, voilà. Il y a un climat de confiance qui s'est installé. Le ramassage des animaux est fait par le groupe Pruvot. L'abattage des animaux est fait par le groupe Pruvot. La découpe, le groupe Pruvot. Et on a la chance de pouvoir distribuer dans les Hauts-de-France, dans notre belle région. Et on a aussi la chance d'avoir une clientèle très diversifiée. On ravitaille aussi bien les restaurateurs, les écoles, les hôpitaux, la boucherie artisanale, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires chez Pruvot, les supermarchés, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc on a la chance d'avoir toutes sortes de producteurs, du label rouge, des bêtes plus ordinaires. Il faut dire aussi que dans les Hauts-de-France, on a un petit peu le porte-monnaie qui n'est pas toujours en face des viandes d'exception. Vous voyez, bon, il faut satisfaire tout le monde. On a de la viande à un prix et on a aussi de la viande au même prix multiplié par 2. Donc on se plie un petit peu, on se soumet aussi à la demande de nos clients. Oui, donc c'est-à-dire que pour tous les goûts, pour tous les prix. Hein. Ouais, un boucher qui dirait voilà, je voudrais de la blanc-bleu, par exemple, voilà, filière régionale. On a des clients qui veulent du blanc-bleu, on a des clients qui veulent du charolais, du label rouge, on fait de toutes sortes. Voilà. Ils vous challenge en fonction des besoins et des demandes de leurs consommateurs. On doit répondre à tout le monde et pour tous les prix. Voilà. Xavier Lemaitre, je me tourne vers vous parce que vous avez une autre casquette. Vous êtes directeur de Bigard à Fény. Alors vous aussi, vous collectez des animaux, vous les revendez aux boucheries, aux grandes surfaces. Et peut-être rappelez-nous globalement ce que vous faites, peut-être à Fény notamment. Oui. Alors, effectivement, je suis directeur d'un site à Fény, un site Bigard. L'activité principale, c'est l'abattage et la découpe de viande bovine. C'est 2000 bovins traités par semaine. Moi, j'ai l'habitude de dire, ici à Fény, on donne naissance à la viande. Et comme le fait Laurent dans son entreprise, eh bien, on va découper cette viande, la valoriser en fonction du qualitatif dans des circuits de distribution les mêmes que Laurent, c'est-à-dire vers la restauration, un peu moins ces temps-ci bien sûr, vers les bouchers, vers la grande surface, vers les collectivités. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Commercial sur les viandes de qualité, en accent notre développement commercial sur les viandes de qualité, les viandes label, les viandes saveur en or, puisque la plupart de nos approvisionnements proviennent des Hauts-de-France, à hauteur de 90%. Alors justement, dans la filière bovine, mais aussi dans la filière porcine, même alors on y reviendra parce que c'est spécifique pour la filière volaille. Est-ce qu'on arrive à nourrir toute la population des Hauts-de-France avec la viande des Hauts-de-France, messieurs? Laurent Pruvot. Alors vous parlez du bœuf. Je pense que dans le bœuf, l'offre répond à la demande. On a beaucoup d'éleveurs, vous disiez 10 000 éleveurs, c'est pas ça? 11 700. 11 700 éleveurs. Dans la filière bovine, oui. Donc 11 700 éleveurs, les éleveurs répondent à la demande, voilà. Pour la viande de bœuf. Pour
Pour le porc, c'est différent. Pour le porc, je pense, on peut me couper si je me trompe, que la région des Hauts-de-France produit environ 30%. Oui, des besoins. Donc du coup, on ramène de la viande d'autres régions. Beaucoup de Bretagne pour le cochon. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'est important aussi ça, de voir que du coup, c'est vrai qu'on veut militer pour la proximité. C'est vrai qu'on a une très belle région, on a de la chance d'avoir beaucoup de production. Dans le bœuf, bravo. Mais dans le porc, on a encore beaucoup à faire. C'est vrai. Sur le porc, on a les porcs des hauts pays, on a une filière pour les artisans, une vingtaine d'éleveurs, un peu plus de 200 artisans engagés dans cette filière. Et là, ça répond complètement à ce que souhaite le consommateur. Du porc de la région, chez nos éleveurs, des petits élevages qui correspondent à ce qu'on veut mettre dans la filière, c'est-à-dire voilà, nourris avec les céréales de la ferme. Et puis des porcs qui correspondent aussi à ce que le client veut. Voilà, une bonne viande qui se tient bien à la cuisson, qui est tendre, qui est goûteuse et qui reste encore une filière régionale. Donc voilà, donc c'est possible, même quand ça n'existe pas encore, c'est toujours possible d'aller créer la filière. Et est-ce que ça crée des vocations, la filière viande? Alors je sais qu'en boucherie, c'est parfois difficile de trouver. Est-ce que ça va mieux parce qu'il y a aussi tout ce qui est apprentissage qui se développe, etc. Mais est-ce que ça crée encore de la vocation? Alors déjà, la filière viande artisanale va très bien. On a à peu près 1500 bouchers dans la région des Hauts-de-France et on a la chance d'avoir nos centres de formation où on est la région qui forme le plus d'apprentis ou d'apprenants dans la filière. Tout simplement parce que la Chambre de métier a depuis des années investi dans des centres de formation. Nos sections sont pleines. Nos sections sont pleines, mais comme la boucherie artisanale est dynamique, eh bien, on peut encore former plus et on peut former 400-500 personnes tous les ans en plus. Et donc, on va continuer à faire grossir. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent, mais continuez à venir puisqu'il y a un boulevard pour les jeunes qui souhaitent avoir un métier passion et travailler un bon produit qui est la viande. Et il y a de quoi faire. Juste une question. La crise sanitaire, évidemment, ça vous a touché tous à votre niveau. Vous disiez tout à l'heure, les gens ont pris conscience de la proximité, ils veulent plus de proximité. Pour autant, vous travaillez avec la restauration collective, vous travaillez avec la restauration tout court, l'hôtellerie, etc. Monsieur Pruvot comme Monsieur Lemaître, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles ont été les conséquences? Au niveau des restaurants, si vous voulez, c'est vrai que les restaurants sont fermés depuis 8-9 mois, je pense maintenant. Voilà, bon. Ça passe vite. Donc la clientèle des restaurants est perdue, pour nous, pour la Maison Pruvot. Et cette clientèle, on l'a retrouvée. Je pense que la clientèle des restaurants, c'est une clientèle qui est un tant soit peu aisée, vous voyez, un petit peu plus aisée. Bon, cette clientèle-là, on l'a retrouvée chez nos clients bouchers. Vous voyez, bon, disons que les vases communicants ont marché. Vous voyez, ce qu'on a vendu en moins au restaurant, on l'a vendu en plus chez les artisans bouchers. Vous voyez. Donc l'un dans l'autre, la filière viande, je pense que s'en sort pas trop mal, faut dire. Ce qu'on a perdu à gauche, on l'a retrouve à droite. Tant mieux. Voilà. Monsieur Desbucois, pareil, même constat, vous n'avez pas eu de soucis à... Si, il y a tout de même eu au niveau des prix pour les éleveurs avec le Covid, le temps que le marché se retrouve, il a fallu plusieurs mois pour que les débouchés se retrouvent. Donc le marché a perdu de la valeur et ça a été très compliqué pour les éleveurs à cette période-là. Oui, c'est vrai que ça a été très compliqué en effet. On va regarder une petite recette de cuisine. Bah oui, on va vous dire comment cuire, notamment votre bœuf avec le chef Agnerel du Val d'Auge. Regardez. Donc là, on va saisir la viande. Ok. Donc là, c'est juste un petit peu de sel avant. Fleur de sel. Ok. On scelle d'abord la viande. Oui. En fait, il y a deux écoles. Si on sale avant, le sel s'imprègne dans la viande et donc en bouche, on a une belle osmose. Tout est assaisonné. Il y a ceux qui préfèrent démarrer sans sel et ensuite à la fin, ils mettent le sel. Ce qui fait que l'intérieur, c'est pas salé, mais c'est un jeu. Le sel est plus présent dans le palais. Il agresse un petit peu le palais, mais en dessous, c'est pas assaisonné. Donc, à la mâche, l'assaisonnement se fait. C'est une autre façon de manger. Moi, j'aime bien les deux. Ok. Donc, ça peut être deux écoles de façon. Donc là, une poêle bien chaude, une petite goutte d'huile. C'est pour saisir. Ok. Voilà. Alors, on va saisir la viande. Petite coloration. Donc là, on va colorer une minute et demie sur chaque face. Ok. D'accord. Là, j'ai pris l'oignon.
Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet oignon justement? Donc j'ai coupé une rouelle d'oignon. Donc c'est des oignons doux des Cévennes. Hein, je ne l'ai pas présenté, mais c'est voilà, oignons doux des Cévennes, on est dans la saison. Les oignons doux des Cévennes, c'est ceux qui sont un peu plus gros que. Ouais, c'est un peu comme les oignons portugais. Okay. C'est des oignons pleins d'eau, assez doux, un petit peu sucrés. Oui. Tu vois, c'est pas un oignon où il y a beaucoup d'essence, qui est très agressif. D'accord. Donc c'est un oignon doux. Pareil, on va mettre un petit peu de sel. Je vais mettre à saisir à côté de la viande. D'accord. Dans la même poêle, directement à côté. Ok. Ouais. Parce que c'est moi qui fais la vaisselle après. Donc comme ça, c'est pratique. J'économise. Voilà une astuce. Un peu de bon sens. Donc là, ça fait 1 minute. J'ai prévu mettre un petit cèpe. Donc le cèpe, il n'y a pas grand chose à faire avec le cèpe. Hein. On prend le cèpe, j'ai coupé en deux pour faire joli. Quelques petites incises. On fait un petit quadrillage. Hop, à côté. J'en profite pour retourner la viande. Voici une bonne astuce de Christophe pour terminer la cuisson de la viande. On met la poêle directement au four, quelques minutes à 160 degrés et ça sera parfait. Allez, alors là on sort la poêle, donc la viande, on la rappelle, elle avait juste été saisie quelques minutes. Voilà, donc elle a été saisie 1 minute et demie de chaque côté. Ok. Là j'ai passé 5 minutes au four. Hein, et là je vais la garder, on va se reposer un petit peu. D'accord. Hein, je vais la garder au chaud. D'accord. Je vais la mettre là. Je vous rappelle bien sûr que là c'est juste un extrait et là toute la recette est visible sur weo.fr ainsi que toutes les autres recettes. Et vous avez aussi toutes les recettes de Pépé le Mat toute cette semaine qui donnent bien envie également. Yves Carpentier, vous êtes adhérent de l'association Viande Bio des Hauts-de-France, directeur de Sévinor, c'est une autre casquette que vous portez. Parlons de cette association Viande Bio des Hauts-de-France. Depuis quand date-t-elle et puis combien de personnes regroupe-t-elle finalement ? Alors donc l'association Bio en Hauts-de-France, elle a été créée, je dirais la genèse c'est 2009, sous l'impulsion de la région qui avait donc structuré une dizaine d'entreprises agroalimentaires à l'époque qui souhaitaient s'impliquer dans le développement des filières agrobiologiques. Donc on est une dizaine d'entreprises, on s'est, je dirais, concerté pour essayer de trouver des solutions pour développer les filières agrobiologiques en région. Nous, la coopérative Sévinor, spécialisée en viande bovine depuis la fin des années 90, on a des éleveurs qui ont fait le choix de l'agriculture biologique, donc on a commercialisé pendant de nombreuses années ces animaux hors région parce qu'on n'avait pas forcément de circuit et de filière courte en région sur le bio. À partir de 2013, donc on a créé avec des entreprises de la région donc une filière bio au sein de l'association pour créer une filière porcine. Cette filière porcine, on l'a créée en échangeant avec des gens spécialisés dans l'alimentation, des fabricants d'aliments, des éleveurs bien évidemment. Pour le porc bio, une coopérative spécialisée en porc qui s'appelle Cobévial, puisque notre spécialité c'est le bovin. On a également donc des représentants de la distribution qui sont des magasins qu'on peut retrouver en région, donc des magasins spécialisés bio sous les enseignes qu'on ne citera pas, sinon on sera obligé de tous les citer. Donc, mais la majorité des enseignes présentes en région et qui disposent d'un rayon boucherie traditionnel sont alimentées par notre filière porc bio. Et donc aujourd'hui, on abat à peu près 1200 à 1300 porcs bio par an dans le cadre de cette filière. Alors on a toujours cette question qui vient en se disant mais pourquoi tout le monde ne fait pas du bio? Vous, c'est ce que vous m'expliquiez, vous arrangez pour que finalement l'élevage soit en rapport avec les débouchés. C'est-à-dire que si tout le monde faisait du bio, on n'arriverait peut-être pas à l'écouler ce bio. Donc en fait c'est assez logique. Vous pouvez nous expliquer ça? Je dirais que comme l'a dit à juste titre Laurent tout à l'heure, et les deux Laurent Prévost et Laurent Rigaud, c'est que il faut des produits pour chacun et pour les attentes de chacun. Et donc il n'est évidemment pas question d'opposer les productions les unes par rapport aux autres. On fait nous aussi du label rouge, on fait du bio, on fait du bleu blanc cœur. Aujourd'hui, chaque production doit trouver sa place dans le marché en essayant, je dirais, d'upgrader la qualité. Et d'essayer de trouver à la fois des circuits plus courts, des circuits en région et des circuits qui soient valorisants. Donc le bio aujourd'hui c'est une attente sur une partie de la population, ça se développe, c'est une activité, les magasins spécialisés bio ont entre guillemets, si on peut se le permettre, bénéficié également de l'effet crise comme la boucherie artisanale en règle générale, et donc il y a un développement, une attente additionnelle. Mais pour nous l'important ça a toujours été de maîtriser le tempo de la production pour ne surtout jamais se retrouver dans la situation de produire trop d'animaux et donc de ne plus avoir le débouché dans la qualité et dans le circuit bio, parce que là, on se trouve dans une situation complexe où les éleveurs
on produit et on n'est pas capable de valoriser leurs animaux ni en termes de prix ni en termes de quantité. Et ça, c'est ce à quoi on a toujours été très regardant au sein de l'association, c'est de bien mettre notre production en adéquation avec la demande du marché. Est-ce que c'est rentable de faire du bio? Alors, dans le porc et dans le bœuf, est-ce que c'est rentable dans les deux filières? Ah, je ne sais pas si vous nous entendez encore, Yves Carpentier, visiblement pas. Emmanuel Pouleur, vous avez jamais pensé, vous, à faire du bio? Moi, je travaille en agriculture raisonnée, donc certainement au porc, donc c'est des circuits un peu plus, enfin, une production qui est beaucoup plus rapide que nous. En bœuf, il faut au minimum 30 mois à 3 ans pour que l'animal de la naissance à l'abattage et que l'animal soit bon pour être abattu. Donc c'est beaucoup plus long. Après, pour moi, il n'y a pas assez de différence. La rémunération n'est pas assez élevée en fait, parce qu'il y a encore d'autres contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Qui sont aussi liées, et aujourd'hui ça fait 3 ans où on voit ça, on se rend compte qu'on dépend aussi du climat, et même dans l'Avesnois on a connu des sécheresses. L'enjeu climatique est important, voilà, en effet. C'est là où c'est beaucoup plus compliqué d'alimenter ces animaux, enfin d'être autosuffisant en alimentation à cause de la sécheresse. Donc voilà, et moi je suis en agriculture raisonnée, je complémente, j'ai beaucoup de surface en herbe, mais je complémente aussi quelquefois, surtout enfin, un peu d'engraissement, un peu de maïs, mais très peu, du maïs en silage, mais c'est surtout c'est là où le bio, on voit la limite du système quand avec la sécheresse en fait aujourd'hui, voilà. Donc je vous posais la question, Yves Carpentier, avant qu'on vous perde, justement, si c'était rentable de faire du bio aussi bien dans le bœuf que dans le porc. Alors on a entendu Emmanuel Pouleur qui disait la différence n'est pas énorme, donc c'est pas rentable pour au vu des contraintes. Je crois qu'on fait pas du bio uniquement pour une raison économique. Je pense que les gens qui s'inscrivent dans la démarche de l'agriculture biologique, c'est aussi parce qu'ils ont une vision de l'agriculture qui leur est propre. Encore une fois, moi je suis pas pour opposer les systèmes de production. Tous les systèmes sont complémentaires et il en faut pour tout le monde et à tous les prix. À un moment, je dirais que produire du bio, bien sûr que ça peut être rentable au même titre que de produire du conventionnel, mais c'est dans un autre état d'esprit. C'est un choix de production plus qu'un choix économique. Très bien. Après, moi, je voudrais revenir aussi, pour complémenter un peu ce que M. Carpentier a dit. Quand on fait la production de bœuf, on a les femelles qui, en général, on garde pour faire l'élevage. Les mâles partent en engraissement derrière. Moi, en tant qu'éleveur, je n'ai pas de plus-value supplémentaire parce que mes mâles sont en bio, ils sont au même tarif. Voilà. Mais après, moi, je ne veux pas dénigrer le bio. Non, moi, j'ai j'ai quasiment pas de... Parce que mes animaux, les derniers sont rentrés au 10 janvier. Les premières sont déjà ressorties depuis la semaine dernière, sont en prairie. Voilà, là, moi, je valorise au maximum mes prairies. Donc, mais on est quand même des entreprises. Voilà, moi, ça fait. Enfin, maintenant, j'ai fini mes installations depuis 3 ans. On a quand même des entreprises économiques, donc il faut quand même qu'on arrive à rembourser parce qu'on a des emprunts et à faire tourner. Aujourd'hui, il y a les coûts de l'alimentation qui montent, donc on est quand même sur des coûts et il faut quand même surtout sur la viande bovine, sur des marges très très réduites. Donc, oui, bien sûr, votre calcul est vite fait, on l'a compris évidemment, chacun y trouve son intérêt. Je me tourne vers vous, Laurent Ligaud. La boucherie bio, c'est dans l'air du temps le bio. Est-ce que du coup on sent que chez les consommateurs il y a de plus en plus de demandes et donc est-ce que les boucheries artisanales s'y mettent de plus en plus ou elles s'y mettaient déjà au bio avant, mais... On a quelques collègues qui font du bio, certains en font de temps en temps. C'est pas une demande du consommateur. Le consommateur chez nous, il reconnaît la qualité, il reconnaît le bon produit. Le tout, c'est la régularité, c'est le bon produit, c'est savoir l'expliquer. Rien que ça, pour nous, c'est bio. Voilà, parce que on sait dire d'où ça vient, on sait dire comment ça a été produit. Et donc, l'élevage bio, c'est une certification des fois de ce qu'il faisait avant. Donc, quand il n'y a pas de demande spécifique, et après, il y a peut-être une clientèle bien spécifique pour le bio sur certains endroits des Hauts-de-France, mais pas spécialement chez nous. Enfin, on n'a pas une demande très forte de la clientèle. Il faut quand même savoir que le cahier des charges bio est encore au-dessus réglementé. Voilà, il n'y a pas d'engrais minéraux, très très peu d'antibiotiques. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi. Il faut savoir que nos animaux, en hiver, ils ont quand même de la grippe. Voilà, et c'est dès que. Oui, il y a des contraintes évidemment supplémentaires. C'est une autre technicité encore. Encore une autre technicité. On a rencontré il y a quelques temps un producteur de porc bio. On découvre tout de suite son portrait. Regardez.
Ici, pas de place pour les produits industriels. C'est le système alternatif qui prime. Manger bio, c'est avant tout revoir ses habitudes de consommation. Grégory Delassus, éleveur de la région, vend son porc biologique au carré des Halles de Oisem depuis 2011. Et alors moi, quand les gens ils ont acheté la viande ici, ils connaissent l'éleveur, ils connaissent les animaux, ils connaissent la ferme, ils connaissent toute l'histoire de leur steak par exemple. Et ça n'en est que meilleur, quoi, parce qu'ils savent les répercussions sur l'environnement, ils savent les répercussions sur le bien-être animal, et tout ça fait que leur steak est bon. Nourrir un porc biologique coûte plus cher. Pour obtenir une viande de meilleure qualité, l'utilisation de céréales nourrissantes est une nécessité. Orge, avoine, pois et févrole sont donc de rigueur. Cette utilisation a un coût, mais c'est avant tout essentiel pour la bonne croissance de l'animal. Tiens, bouchon. Donc évidemment, en bio, on n'utilise pas de soja OGM, parce que déjà c'est des OGM et puis c'est du soja produit au Brésil, totalement interdit en bio, heureusement. Donc on a essayé de travailler avec des protéines locales pour équilibrer la ration. Et après, moi en plein air, ils broutent. Les cochons, ça paraît bizarre, un cochon qui broute, mais ça mange vraiment de l'herbe. Et donc c'est pas ça qui va les nourrir forcément, mais ça complète en minéraux, en vitamines. Et puis déjà, ils aiment bien ça. Pour Grégory, pas d'intermédiaire, le bio passe obligatoirement par le contrôle de toutes les phases de fabrication. Quelque part, la récompense, c'est de par nos méthodes d'élevage et de fabrication. La récompense au bout, c'est qu'on fait du super bon, quoi. Bon, sans doute, mais en tout cas, cela est sûr, proche de nos élevages d'antan. Parlons de la filière volaille avec vous, Luc Desbucois. Vous êtes producteur de volaille à Ouestroem. Vous êtes aussi président de la coopérative avicole, c'est bien ça, Hauts-de-France, la Cravie. Ah, je l'ai bien dit cette fois, vous voyez. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre activité? Alors moi, mon activité au niveau de la volaille, eh bien, je reçois des poussins à un jour. Et puis en fonction de la production, si c'est du poulet, au bout de 40-45 jours, ils partent à l'abattoir. Si c'est de la dinde, c'est 100, 110, 120, 150 jours. Vous êtes installé depuis combien de temps? C'est aussi une histoire de famille. C'est très longtemps, ouais, moi, dans les années 80. Et puis là, depuis quelques années, j'ai mes enfants qui sont revenus et puis où on a profité de ce fait-là de faire du développement. Alors justement, le développement, c'est quoi? Dites-nous. C'est-à-dire qu'on a construit un deuxième bâtiment à côté du premier. Donc, je dirais, il y a une certaine économie des échelles d'avoir les deux qui sont groupés. D'accord. On parlait tout à l'heure avec nos amis de la filière bovine là, du fait qu'ils envoyaient leurs bêtes en proximité. Alors vous, pour le coup, vous ne pouvez pas envoyer toutes vos bêtes dans les abattoirs régionaux parce qu'il y a vraiment un problème de capacité de production. Voilà, oui. Donc il y a plusieurs créneaux, c'est-à-dire qu'il y a, on parlait tout à l'heure du bio, des labels et du traditionnel. Je pense qu'il y a des consommateurs pour chacun des créneaux. Il ne faut pas les opposer, mais à nous organiser pour pouvoir les servir. Donc on a le bio et le label. Là, il n'y a pas de problème dans la région, ça peut être abattu. Et quand on rentre dans du traditionnel, il y a une petite partie qui peut être abattue, je dirais, dans la région parce qu'on a 2 abattoirs. Et après le reste, ça part en Belgique ou en Allemagne. Ça part en Belgique ou en Allemagne. Donc là, pour le coup, on a un gros déficit en région. Une réaction peut-être, Laurent Rigaud? Non, mais comme quoi on peut encore faire mieux, on peut encore créer des outils d'abattage et tout ça, c'est encore à regarder. Voilà, on peut créer de l'économie régionale parce qu'on a l'élevage, on a tout ce qu'il faut. Il manque un maillon, des fois de l'économie qu'on sous-traite avec l'extérieur. Et bien, c'est après l'engagement des fois politique qui fait que on a une envie de créer ça en région. Donc moi, je pense que c'est possible. Il y en a qui ont fait du développement. Quand on regarde aujourd'hui là-bas sur l'IC Bellebrune, eh bien, ils se sont organisés, ils ont fait du développement et là, ils sont plus dans le label et ça fonctionne très bien. Alors parlons-en, oui, c'est vrai que dans la filière volaille, il y a évidemment des labels. Si on peut afficher, on les a normalement, les labels, le label de l'IC, la volaille de l'IC, la volaille de Champagne, vous voyez, 2 IGP et puis 195 éleveurs sous SICO, donc sous ces signes d'identification de la qualité et de la qualité. Juste vous avez jamais fait vous n'avez pas de label? Non, on n'a pas fait de label, mais le principe de base, c'est que chaque éleveur soigne très bien tous ses animaux. Dans n'importe quelle production, quoi qu'on en dise, et ça, il faut que ce soit bien su. Alors, une fois de temps en temps, on peut toujours trouver des cas spécifiques, mais je dirais, à la SNCF, on ne parle que des trains en retard, mais jamais ceux qui sont à l'heure. C'est un petit peu comme ça, une fois de temps en temps. Il y a un petit pourcentage de personnes qui ne travaillent pas tout à fait de la même manière, et c'est cela où on a tendance à en faire une généralité, ce qui est complètement faux. Et je crois savoir que c'est vos fils qui reprennent la relève, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, les jeunes, ils amènent forcément aussi peut-être un peu d'innovation
révolution technologique, un peu Alors justement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ça? C'est un peu l'enjeu pour demain aussi, ça? Je dirais, ils se remettent certainement en cause plus facilement, ils regardent toutes les nouvelles technologies, ils sont avec les portables pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans les bâtiments, parce que les bâtiments sont informatisés, ce qui permet d'être encore plus réactif quand il y arrive quoi que ce soit. Eh oui. Et vous aussi, vous utilisez la technologie, les applications, des choses... Un peu, enfin moi je suis un peu des deux générations, donc voilà, je suis pas encore... voilà. Mais c'est vrai qu'on a des aides aussi à l'élevage, en fait, que ce soit des logiciels pour la gestion de nos élevages, et aussi en partenariat pour les détections des vélages. Après c'est vrai que dans les vaches laitières, il y a aussi des robots de traite, voilà, et on commence aussi à s'équiper pas mal, mais c'est quand même un coût quand même assez élevé, voilà. Mais ça vient, les jeunes, c'est vrai qu'ils amènent aussi toutes ces idées, toutes ces applications et toutes ces technologies. On parle maintenant des enjeux de la filière viande en général. Alors il y a un enjeu au niveau prix. Je sais que Laurent Pruvot, vous vouliez parler de ça. Vous me faisiez la réflexion, vous dire que le prix de la viande avait bien souvent augmenté, notamment dans le bœuf. Pour autant, le prix pour l'éleveur avait lui rarement augmenté. C'est un constat que vous vous êtes fait Non. Si vous voulez, le prix, c'est un long débat. Moi, je travaille dans la filière viande depuis 30 ans, 35 ans. Le prix d'achat rémunéré, le prix d'achat des animaux, le prix payé à l'éleveur, depuis 35 ans, c'est le même prix. Ça, on peut vous le dire dans les yeux, voilà. Bon, ça, c'est la faute de quoi? Je sais pas, il y a des cotations qui sont là. Bon, maintenant, aujourd'hui, la viande... Le prix de la viande, depuis 35 ans, je pense qu'il a augmenté. Puis c'est de la faute de qui? C'est de la faute de tout le monde et personne. On a le coût de la vie qui a augmenté, tout a augmenté, les salaires ont augmenté, mais c'est vrai que l'éleveur, moi je reconnais que l'éleveur, depuis 35 ans, paye la viande au même prix. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution? Là, vous partez dans le label rouge, c'est bien, bravo. Vous avez trouvé une niche, un petit créneau, tant mieux. Mais on a quand même un problème de fond. Comment le résoudre? Je sais pas. Il y a des cotations qui sont là. Je vais vous répondre. Voilà, moi je sais que, ça fait 20 ans que je suis installé. C'est un problème générationnel. Mon père, il avait 25 vaches et il a commencé avec 15 limousines. Aujourd'hui, moi je suis avec 90 vaches laitières, 60 limousines, voilà. Mais avec un salarié, une apprentie. Voilà, donc. La génération précédente, ils croyaient que c'était en faisant plus que ça allait mieux. Et que plus on en faisait, plus on avait du chiffre d'affaires et plus on gagnait. En fait, c'est pas ça. C'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je calcule mes marges, mes coûts de production. Donc je sais à quel prix je dois valoriser mes animaux. Voilà. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète demain, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de la population, et surtout dans l'élevage, aujourd'hui, qui a plus de 55 ans, qui va prendre sa retraite. Et demain, l'élevage, ça va devenir compliqué parce que c'est quand même une contrainte. Il faut savoir qu'en moyenne, je vous parlais des marges, sur un hectare de prairie, en général, sur des vaches allaitantes, on fait la même marge que sur un hectare de blé. Mais on n'a pas les mêmes charges de travail. Donc du coup, le choix va être vite fait. Et surtout, la génération qui est là aujourd'hui, ils sont plus fans de tracteurs. Vous parlez de technologie. Ils sont plus fans de tracteurs que d'élevage. Donc là, vous êtes inquiet sur la relève, quoi. Voilà, et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver Ça marche peut-être dans la boucherie. Aujourd'hui, il y a du débouché. Aujourd'hui, dans l'élevage, et c'est ça aussi. Donc il faut essayer de remotiver les jeunes. Et ça va passer par une revalorisation. Comment on fait pour remotiver les jeunes, Laurent Rigaud? Enfin, ils sont motivés, les jeunes, mais il faut juste... Oui, ils sont motivés. Alors d'abord, on voit autour de la table, c'est toute une histoire de famille. On est soit avec nos enfants, soit on vient de nos parents. Donc on est des gens passionnés. Revenir 2 secondes peut-être sur le prix. Bien sûr. Alors le prix, c'est... Comment expliquer ça? C'est à la fois un problème et pas un problème. C'est le seul métier, les éleveurs, ou peut-être d'autres, où ils affichent pas leur prix, voilà, ça a une valeur, je le vends à tel prix. Un commerçant, il dit je vends à tel prix. Et donc il y a un moment, il doit y avoir une vague qui arrive, et c'est plus un quota qui décide à quel prix ils vont le vendre. Il y a un calcul qui fait c'est quoi le coût de leur production, c'est eux qui le font, et il y a un prix pour la matière le produit qu'ils vendent. Et à partir de là, le reste de la filière va devoir s'organiser jusqu'au consommateur. Nous, les artisans, c'est ce qu'on fait avec les éleveurs. Vous verrez jamais les éleveurs aller manifester parce qu'ils démarrent comme ça, voilà. J'ai besoin de bien élever ta qualité, j'ai besoin de bien les nourrir, j'ai besoin de bien m'en occuper, j'ai le chevilleur au milieu, j'ai besoin de bien te les livrer. Et tout ça, c'est un coût. Et ils nous disent, voilà, Laurent, c'est comme ça. Et en janvier, quand ils nous ont dit, faut mettre 20 centimes de plus, eh bien, on a été mettre 20 centimes de plus. Et on est loin des prix que vous pouvez voir sur les écrans et qui s'affichent tous les jours. On est dans des prix où les éleveurs trouve le prix du travail. Je vais y revenir. Justement, on est dans les négociations sur les prix. Bien sûr, on est en plein dedans. Le lait ou la viande. Voilà, je souhaite que les 20 centimes nous reviennent. Je me suis battu avec
les établissements privés et Bigard, justement pour le label rouge, pour essayer de tirer le prix vers le haut. Voilà, je voulais forcément un peu plus haut. Il faut qu'il arrive un moment, on tire que ça soit un juste milieu pour tout le monde. Voilà. Il faut savoir que sur le prix, c'est à la fin, quand vous achetez de la viande, il y a 40% de ce que vous payez qui revient au l'éleveur. Ça représente que 40%. Oui, c'est pas énorme. Il y a 30% en gros, un peu plus de 30% pour le transformateur, 30% après et un peu de TVA et des taxes. Voilà, donc, ce sera quand les résultats des négociations là, qui sont en cours? Ça doit se terminer là incessamment sous peu, je ne suis pas là-dedans. Mais voilà, donc c'est ça. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, si on nous augmente de 10 centimes sur notre prix de la viande, ou même quelques centimes sur le prix du lait, pour nous, c'est là où ça ne représente rien au final. Donc il faut savoir que voilà, et si demain on va encore fournir les boucheries, il va falloir que les bouchers rognent un petit peu, parce que je comprends bien, moi le premier, quand je vais chercher ma viande, il va falloir que chacun retire un petit peu, voilà, parce que demain, sinon... Oui, mais on n'a pas besoin de rogner sur la fin. Tant mieux pour vous. Non, mais je sais bien, parce qu'il y a le consommateur à la fin. Ouais, voilà. Le consommateur, s'il y a le produit dans l'assiette, qu'il le trouve excellent, et qu'il reconnaît qu'on a... C'est pour ça qu'on n'a pas de difficulté. Quand mon chevillère m'a dit qu'il faut mettre 20 centimes l'euro en plus, c'est pas pour lui, hein. C'est parce qu'il va le redistribuer, parce qu'on lui demande de continuer à faire cette qualité, il nous dit qu'il faut remettre 20 centimes. Donc c'est redistribué à l'ensemble de la filière. Et le consommateur, il a vu les prix augmenter. Et tant qu'on arrive à garder cette qualité, le consommateur le reconnaît. Donc personne n'a dû, à un moment, rogner sur ces marges. C'est un équilibre. Un équilibre à trouver. Exactement. Et comment on fait pour motiver les jeunes? Des autres questions, parce que ça c'est important. Eh bien, on ouvre les entreprises et on fait voir ce qu'on fait. On est des métiers passionnés. On est un métier où on va avec nos tripes et où on engage nos ça se sent, ça se sent. Et donc si on fait voir ça aux jeunes et on leur explique qu'il y a un boulevard dans nos métiers, il y a un avenir, proximité, qualité, lien social. Il y a tout chez nous. Oui, mais c'est vrai que nous en plus il y a la contrainte, parce que c'est tous les jours, donner des animaux, donc voilà. Moi c'est ce que j'ai dit pour trouver justement des bouchers à côté de chez moi. Je suis allé voir un boucher à côté de chez moi, je lui ai dit, s'il veut lui se démarquer aussi, t'as qu'à dire, va voir les bêtes chez Pouleur, au Gac Saint-Éloi, à Marbais, tu vas voir, elles viennent de chez là, c'est à 5 km de la boucherie, tu vas voir, et moi il n'y a pas de souci, ils peuvent venir chez moi. Alors je suis en pleine période de vélage. Non mais voilà. C'est le moment d'aller voir, du coup. Rendez-vous parce qu'on n'est pas souvent. Voilà, on a un peu de taf. Mais non, voilà, mais justement, tout ce qu'on fait, on le fait bien, et c'est là le gros défaut de notre profession, c'est qu'on ne communique pas assez. Après, c'est pas notre métier. On en est bien conscient, je veux dire. L'éleveur avant tout doit aimer ses animaux, que ce soit dans les volailles ou dans les bovins. Si vous n'aimez pas les animaux, c'est pas possible. Maintenant, on vous comprend que rémunérer les animaux au juste prix, il y a l'offre qui est là, la demande qui est là aussi. Mais ça, on en est conscient, c'est très bien, c'est pour ça qu'on travaille en partenariat. Mais depuis 30 ans, c'est vrai que le prix de la viande n'a pas bougé à l'achat. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des filières. On doit trouver une solution. Une réaction par rapport à la loi Egalim, est-ce qu'elle prévoit ça, vous le voyez de quel œil? Alors au niveau du bio, on doit voir ça d'un bon œil, je pense. Yves Carpentier, non? Écoutez, au niveau de la filière bio, effectivement, il y a une attente exprimée par la loi Egalim, donc d'apporter sur la partie restauration en foyer, donc cantine scolaire, hospitalière et autres, 20% d'alimentation bio dans les cantines. Donc c'est une démarche qui est en route et qui se développe effectivement, mais ça doit être de même également pour les filières de qualité. On a évoqué le label rouge, on a évoqué beaucoup d'autres filières. L'objectif, c'est de tirer le produit vers le haut et vers la qualité, et je pense que la volonté au niveau de l'échelle régionale et nationale, elle est pas contestable. Il y a volonté de tirer le produit vers le haut. Il faut savoir qu'en France, on produit quand même beaucoup de viande. On est contraint d'en exporter une partie parce que notre marché national n'absorbe pas forcément tout ce que l'on produit et toutes les qualités de produits qu'on produit. Et bien souvent, les dérèglements d'ordre économique ne viennent pas d'un problème de consommation au niveau local, régional, mais d'un problème de commerce au grand export, qui peut être tout simplement de l'export intracommunautaire. Quand on vit une crise de Covid et que nos clients d'Europe du Sud, qui sont des destinations où toute l'Europe va se rendre en vacances, on va citer l'Espagne, on va citer l'Italie, pendant cette année, c'est des gens qui ont eu les restaurants fermés, qui n'ont pas eu de touristes. Donc si vous voulez, toute la filière alimentaire, et ça ne concerne pas que la viande, est dérégulée, et souvent les problématiques de tarifs ne découlent pas du marché intérieur ou du marché local, mais au contraire des problématiques à l'export, des problématiques géopolitiques, des problématiques de coûts, ça peut être des éléments aussi sur les coûts de transport. Et donc, si vous voulez, on est impacté par des éléments qui sont souvent extérieurs à la filière. La volonté interne de la filière viande, je dirais, de créer une chaîne de valeur qui soit juste pour tout le monde, je pense qu'au niveau national, elle est claire, même au niveau de la GMS et de la grande distribution, qui
peut-être peut faire un peu plus d'efforts dans sa rapidité à mettre en place la loi Egalim, et donc justement de faire travailler ces filières de qualité. Mais en règle générale, c'est pas le marché intérieur qui détruit de la valeur, c'est souvent la contrainte du marché export et les difficultés à l'export qui peuvent détruire de la valeur. C'est intéressant ce que vous dites. Vous vouliez réagir, Luc Desbucois? Oui, je pense que la loi Egalim est partie d'une très bonne intention. Mais aujourd'hui, le principe était de dire on regarde les coûts de production, les gens prennent la marge intermédiaire qu'ils ont besoin, et puis on a le prix final au niveau du consommateur. C'est pas du tout ce qui se passe. Ah oui. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les négociations des prix qu'il y a eu, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas voulu accepter d'augmentation. Donc, ça veut dire que ça fonctionne pas. Ça n'a pas marché. Donc, de quelle manière faire? Je pense que quand on regarde aujourd'hui la production de porc et de volaille, avec la montée des matières premières depuis 3 ou 4 mois, et où il n'y a pas de revalorisation de prix, il manque quelque chose. Alors, est-ce que la loi Egalim peut se faire une fois par an, ou avec la volatilité des marchés qui existent aujourd'hui, parce qu'ils sont mondiaux, il vaut mieux plutôt le faire sur quelques semaines ou quelques mois, et avec de la contractualisation et avec des critères qui feront qu'on viendra s'adapter quand on va sortir d'un certain créneau, qu'on pourra dire peut-être plus 10, moins 10. Là, je pense que ce sera intelligent. Essayer d'adapter les choses, parce que cette loi Egalim, elle est en effet, comme vous le disiez, elle est bonne sur le fond, mais sur la théorie, mais en pratique, ça marche pas des masses. Peut-être une réaction, Laurent Rigaud? Non. Pas là-dessus. Écoutez, on aurait pu continuer encore comme ça au moins 2 heures, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y avait une chose importante qu'on n'a pas développée, c'était évidemment le bien-être animal, qui est essentiel, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous faites les choses bien, et c'est important de le dire, parce que le consommateur, on entend beaucoup de choses, voilà, il faut aussi le rappeler. J'ai pas le temps de vous faire réagir, messieurs, forcément, sur tout ça. Juste un dernier mot voilà, vous l'avez compris, c'est du champ à l'assiette. Juste un truc, cette crise sanitaire, elle a révélé qu'il fallait, qu'on voulait consommer en proximité. Se garantir la qualité, c'est se garantir la qualité en proximité dans la région. C'est vraiment ça qu'on va retenir, Laurent Rigaud. C'est consommer au niveau local, surtout qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau local. Oui, et puis sécuriser cette filière, éleveurs, outils d'abattage, chevilleurs, distributeurs, et si autour de tout ça on met les outils de formation, on va savoir avoir dans quelques années, on a déjà quelque chose d'assez remarquable, on ne doit pas rougir de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et je suis persuadé que dans les années à venir, tout ce qu'on ne fait pas encore ou qu'on ne fait pas comme on voudrait, eh bien on va être assez exceptionnel. Enfin, on a tous les gens autour de la table pour le faire. Vous avez 15 secondes, Emmanuel. Non, mais je voulais juste dire que justement, à cause du confinement, les gens sont contents de venir se promener à la campagne, surtout dans l'Avesnois. Donc justement, si on veut encore continuer à avoir du bocage, il faut continuer à avoir de l'élevage, et c'est là, et donc il y a une grosse revalorisation à faire sur les tarifs et pour le revenu des éleveurs. Vous l'avez bien compris, hein. Revalorisation. Voilà, des tarifs pour les éleveurs. Merci beaucoup à tous pour cet échange très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis la plus grande ferme des Hauts-de-France continue, donc surtout ne partez pas. Ça se poursuit. Merci encore une fois à vous. Merci.